nous, on vous propose de poursuivre, du coup, donc toujours nos discussions autour de notre thématique politique et travail. Donc, après avoir parlé d'IA et d'impact sur le travail et la politique, nous, on vous propose maintenant de plonger au cœur des combats et des luttes qui traversent les organisations aujourd'hui pour tenter d'attraper les enjeux politiques actuels du travail et de nous interroger sur la porosité entre l'entreprise comme organisation politique et notre société. Donc, pour nous aider à comprendre tout ça, nous avons donc l'honneur et la chance de compter parmi nous deux invités, donc Dominique Kobareil et Gérald Lecor. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Donc, Gérald Lecor, vous êtes inspecteur du travail et responsable des questions de santé au travail à la CGT de Seine-Maritime. Vous êtes engagé depuis de nombreuses années sur les enjeux de santé, sécurité et conditions de travail. Vous êtes très présent après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Vous avez contribué à documenter les manquements en matière de prévention et des risques industriels. Vous avez aussi défendu la transparence vis-à-vis des populations et milité aussi un meilleur suivi sanitaire des salariés, comme aussi des riverains. Et vous, Dominique Kobareil, vous êtes donc ergonome, jeune retraité. Vous avez d'abord été chargé de recherche à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité pendant 7 ans. Puis, vous avez été maîtresse de conférence à l'Institut d'études du travail à l'Université Lumière Lyon 2. Donc, vous êtes toujours intéressé aux enjeux du vieillissement au travail. Donc, ce pôle d'intérêt vous a rapproché de l'équipe du CREAPT. Et donc, vos recherches, depuis 20 ans, portent plus spécifiquement dans le secteur de l'enseignement. Donc, ces différentes recherches vous ont amené à beaucoup collaborer avec notamment les syndicats, vos travaux de recherche étant diffusés lors de stages syndicaux que vous animez. Voilà. C'est bien ça. Donc nous, on vous propose à tous les deux de rentrer directement dans le sujet sur un premier axe de réflexion autour de l'articulation des contrôles publics, de l'évolution du travail et des conditions de travail. Donc Gérald arrive de Rouen après l'expérience Lubrizol. Et depuis les années 70 et notamment la catastrophe Seveso, on constate que les catastrophes industrielles, organisationnelles ou sanitaires se succèdent. La liste est très longue, AZF, France Télécom, on peut même intégrer la crise du Covid. Donc tout ça s'enchaîne depuis presque 60 ans et on peine à voir des transformations de fond. Et à chaque fois qu'il y a des catastrophes, la santé des populations, des travailleurs ou des riverains est durablement affectée. En général, le traitement médiatique fait appel à l'erreur humaine, mais on voit que souvent, derrière ces catastrophes ou ces accidents, se cachent des arbitrages organisationnels, financiers et managériaux qui méritent d'être interrogés. Donc, une première question pour Gérald, en tant que syndicaliste, passé par Rouen et d'autres terrains industriels, comment tu perçois aujourd'hui la porosité entre l'entreprise et la société, ou pour être plus précis, quand une catastrophe survient, quelle forme prennent concrètement les interventions des pouvoirs publics et comment les décisions retombent sur les salariés et leurs conditions de travail ? Eh bien, bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation. Peut-être d'abord on pourrait questionner le mot catastrophe. Catastrophe, c'est quand même quelque chose sur lequel on ne peut rien faire. Pour ma part, j'ai tendance à parler d'accidents industriels, comme on parle d'accidents de la route ou d'accidents du travail. Tu as parlé des années 70, mais avant ça, moi j'ai regardé un peu, je me suis intéressé sur les questions historiques de la réglementation du code de l'environnement, parce que moi je suis plutôt le spécialiste du code du travail, si on peut dire. Bon. Et on s'aperçoit qu'en s'appuyant sur les travaux de Thomas Leroux, qui est un historien du CNRS, on s'aperçoit que sous l'Ancien Régime, en fait, la réglementation était plutôt une réglementation de protection de la santé publique
Et il était possible de faire fermer ou déplacer une jeune industrie au seul constat qu'il y avait des nuisances, et notamment des nuisances olfactives, sans démontrer que ça soit dangereux pour la santé des travailleurs et des riverains. Évidemment, ça n'a pas duré. Donc on a un décret impérial de 1810 avec le début de l'industrialisation qui, cette fois, nous dit que quand on a une autorisation d'exploiter, on ne peut plus revenir dessus. Et puis, paf, je fais un bond dans le temps, 150 ans après, en 1976, on a une loi française qui est vraiment... qui réforme la réglementation dans un sens pro-industrie avec l'impossibilité, ça supprime l'impossibilité de faire déplacer des usines. Et cette loi, en termes de chronologie, elle intervient 9 jours après quelque chose dont on a parlé, Seveso, donc ce nuage d'herbicides à Seveso en Italie. Alors on fait un nouveau saut dans le temps, 25 ans plus tard. AZF, dont tout le monde a entendu parler, c'est l'explosion du site d'engrais filiale de Total à Toulouse. Voilà, c'est 31 morts, 2500 blessés. Et cette explosion, elle trouve sa source dans l'organisation du travail, et notamment dans l'organisation de la sous-traitance, puisque l'explosion de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium est liée au fait que l'entreprise sous-traitante vient déposer des produits chlorés. Et donc on est bien sur des questions d'organisation du travail, d'analyse de risque, et de salariés qui n'ont aucune connaissance pour les sous-traitants qui font cette tâche de nettoyage en fait, des risques que ça peut induire sur le long terme. Alors, pour l'intervention des pouvoirs publics, ce qui est intéressant, c'est de noter que dès l'explosion de Toulouse, on a une commission d'enquête parlementaire qui va se saisir très rapidement du sujet, qui va en quelques mois sortir un rapport. Voilà, je ne partage pas tout, mais qui va quand même proposer de durcir les sanctions, d'interdire la sous-traitance, de mettre en place un fonds d'indemnisation des victimes. Évidemment, quelques années après, voilà, on va édulcorer ça. Et on a la loi Bachelot de 2003, qui ne reprend pas toutes ces mesures, qui est très à minima, avec une mesure phare qui est les PPRT, les plans de prévention des risques technologiques, qui ont eu du mal à être construits, parce qu'il faut faire des arbitrages avec les industriels, les riverains, etc. Et par exemple, postérieurement à Lubrizol, il est hors de question de revoir le plan de prévention des risques technologiques, pour lequel quand même a démontré que ça ne fonctionnait pas, puisque vu l'ampleur de l'incendie. Mais évidemment, on va pas. Ces plans sont sur des scénarios avec des probabilités de risque d'incendie qui sont totalement minorées, alors qu'on a évidemment un certain nombre d'incendies en zone industrielle. Côté code du travail, cette loi Bachelot va pas changer grand-chose. Et là, on pourra éventuellement mettre le lien sur un article que j'ai écrit en 2014, à l'occasion d'un colloque universitaire sur les 1 an de l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, qui est quand même l'accident du travail, je crois, le plus meurtrier de la dernière période, avec 1127 morts. Et le titre de cette communication, c'était « Une catastrophe du type AZF Toulouse est encore possible ». Et la conclusion, c'était, la question, c'est pas de savoir si c'est possible, c'est pas la bonne question. La question, c'est de savoir où et quand ça va arriver. Et malheureusement, ça arrive. Alors, ce qu'on peut dire aussi, quand même, pour dire un mot des entreprises, quand même, c'est que dès 2001, il y a quand même un changement d'attitude dans un certain nombre de grosses entreprises du secteur, avec des audits, des investissements, un renforcement des moyens. Mais moins que 10 ans après, on est revenu effectivement aux pratiques de se recentrer sur le cœur de métier, sur de diminuer les coûts, de rallonger les périodes, la périodicité des arrêts pour la maintenance, de raccourcir les délais d'intervention. Donc on a repris effectivement les mauvaises manies. Alors quand arrive Lubrizol en 2019, donc cet incendie de plusieurs centaines de tonnes de produits chimiques, c'est pas une surprise. Lubrizol est très connu à Rouen. En 2014, on a un nuage de mercaptan, moins dangereux. Bon, ils ont pris 4 000 euros d'amende, donc un peu de l'argent de poche pour le milliardaire Warren Buffett. Donc évidemment, ça n'a pas changé la politique de l'entreprise. Les pouvoirs publics à l'époque, le premier matin, donc le ministre de l'Intérieur Castaner, en gros nous dit voilà, c'est un gros barbecue, il n'y a pas de risque. Bon. Évidemment, les politiques vont être rattrapés par les faits, puisqu'on retrouve des morceaux d'amiante dans une partie de l'agglomération. Les suies cancérogènes retombent, donc voilà, c'est documenté. Et de nouveau une commission d'enquête sénatoriale, cette fois, qui fait des constats intéressants.
Et là, à la différence de 2001, puisqu'on n'a pas de morts, on n'a pas de blessés directement, on va voir que les politiques ne vont pas se saisir du sujet, puisqu'avant même la fin du rapport sénatorial, le Sénat est saisi du projet de loi ASAP, donc au printemps 2020, où là, on va de nouveau dispenser les industriels d'un certain nombre d'obligations, notamment en termes d'enquête publique, de regarder les risques entre les différentes entreprises. Et le gouvernement assume, pour lui, la priorité, c'est d'accélérer les installations industrielles et de développer l'activité et l'emploi sur les territoires. C'est ça la priorité. Et donc, cette loi ASAP, elle est basée sur un rapport qui sortira, encore hasard du calendrier, 3 jours avant Lubrizol. Mais évidemment, on ne va pas remettre le fond du rapport avec les faits tels qu'ils existent. Alors, je ne vais pas vous lister ici, je vois que j'arrive à l'heure de conclure, mais évidemment, suite à Lubrizol, il ne se passe rien, ni du point de vue réglementaire, ni du point de vue des pratiques des employeurs, et on a un certain nombre d'incendies, d'explosions à Total, Cepol, Yara, etc., et dont l'un dont on parle régulièrement, qui est l'entrepôt d'une petite PME, c'est Bolloré. Je ne sais pas si vous connaissez Bolloré, c'est vraiment une toute petite entreprise, ils n'ont pas les moyens, et ils ont fait cramer 17 500 batteries, des pneus, etc. Et donc, avec le titre de l'article de Mediapart, qui est, à mon avis, totalement juste, c'est l'usine brûle, l'État rassure. C'est qu'il n'y a pas de risque, effectivement, c'est toujours le même discours. Alors, pour conclure sur le rôle de l'État, qu'est-ce qu'on peut dire ? Peut-être de dire qu'il y a un slogan qui s'est imposé à la première manifestation post-incendie de Lubrizol, 6 jours après. Le slogan, c'était « Lubrizol coupable, État complice ». Bon. Et cette complicité, c'est pas seulement le manque de contrôle. Il y a eu des contrôles de Lubrizol, ils étaient connus, je crois qu'il y a une 40aine de contrôles, le préfet connaissait les risques. Il y a une question de budget, de manque d'effectifs, mais c'est pas tellement ça le problème de fond, c'est un choix politique qui est assuré. Et quelques années avant Lubrizol, le DREAL, celui qui a en charge ces questions de lutte sur les questions d'environnement, il concluait un colloque qui était sur les risques industriels, sur le fait qu'il fallait simplifier pour faire venir des entreprises sur le territoire. Et donc on a un État qui n'est pas neutre, un État qui n'est pas protecteur des travailleurs, des travailleuses, des riverains, des riveraines et de la planète, mais évidemment des intérêts des entreprises. Voilà ce qu'on peut dire sur le rôle de l'État et des pouvoirs publics. Merci beaucoup. Deuxième question pour Dominique. Toi, dans tes travaux, tu questionnes les réformes de l'enseignement et les transformations des parcours professionnels. Donc justement, dans le secteur de l'enseignement, on voit se mettre en place un certain nombre de dispositifs qui modifient profondément l'activité des enseignants. Le recours au contractuel en est un exemple. La succession récente des ministres de l'éducation, entraînant à chaque fois de nouvelles réformes de l'éducation. Quels dégâts managériaux tu as observé sur le terrain ? Et qu'est-ce que ça dit de la manière dont les politiques publiques redéfinissent aujourd'hui le travail enseignant ? Alors, je pense que pour comprendre ce qui se passe dans l'enseignement, je pense qu'il faut comprendre ce qui se joue dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'avec le nouveau management public, se mettent en place des systèmes de travail, des modes d'organisation qui sont vraiment dans une recherche d'optimisation des moyens, de réduction des coûts. Et je pense que ça sera important pour comprendre la suite. Et puis une responsabilisation de plus en plus importante des travailleurs vis-à-vis justement de l'atteinte des objectifs. Alors, effectivement, si on regarde ce qui se passe dans l'enseignement, moi je me suis plutôt spécialisée sur le premier et second degré. Tu évoquais la question de la fréquence des changements. Pour vous donner une idée de la fréquence des changements, depuis 2000, il y a eu 17 ministres différents dans l'éducation nationale. Il y en a qui sont restés quelques mois, des fois 1 mois, 2 mois, d'autres plus longtemps. On se demande pourquoi d'ailleurs, mais parce qu'ils ont fait pas mal de dégâts. Dominique, est-ce que tu peux... Pardon. Micro, mais en tout cas, qu'est-ce que ça a fait à l'activité enseignante ? C'est que, comme chaque ministre veut laisser sa trace, en fait, il a introduit une réforme. Donc ça veut dire que les enseignants, régulièrement, doivent essayer de comprendre la nouvelle réforme, voir dans quelle mesure elle a du sens, essayer de l'adapter à leur façon de travailler. Et puis dès qu'ils commencent peut-être à prendre la main sur cette réforme, déjà il y en a une autre qui arrive, etc.
Ça veut dire que finalement, on est dans un contexte de changement permanent qui a un coût énorme pour les travailleurs. On est dans un état d'errance qui est palpable dès qu'on essaie de rencontrer des enseignants. Ils ne voient pas leur travail, même à une échéance d'1 an, 2 ans, enfin, parce que ça change tout le temps. Donc ça, c'est un premier élément qui est très perturbateur et qui va participer au fait qu'il y a de plus en plus de démissionnaires au sein de l'éducation, de gens non seulement débutants, mais surtout de plus en plus de personnes à mi-carrière, voire en fin de carrière, qui quittent le métier parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Ce qu'on observe aussi, lié au nouveau management public aussi, c'est une procéduralisation de l'activité de travail des enseignants qui avaient quand même jusqu'alors une certaine autonomie dans leur classe. Dans le huis clos de la classe, il y avait une certaine autonomie. De plus en plus, au niveau des ministères, il y a cette volonté de procéduraliser l'activité. Ils se positionnent comme des sachants, ils sont bien entourés d'experts des sciences de l'éducation qui déterminent des one best way, des bonnes pratiques. Et on attend justement de la part de ces enseignants qu'ils les mettent en place, en leur disant vous êtes des bons soldats de l'État, et ce qu'on vous demande, ce n'est pas de penser, mais d'exécuter. C'est important, c'est des discours aussi de certains inspecteurs, et je peux vous assurer que ça leur fait très mal, parce que justement, les enseignants se rendent bien compte que le réel du travail est assez loin de la représentation qu'en ont ceux qui pensent les réformes. Voilà, donc ils ont ce sentiment d'être infantilisés par rapport à leur connaissance du terrain et de leurs compétences. Et donc là aussi, c'est un élément de mal-être qui est très important. Ce qu'on observe aussi, lié toujours à ce management public, c'est une multiplication des tâches connexes qui participent à une intensification du travail. Donc on voit se multiplier l'injonction à participer à des projets d'établissement, des projets des fois plus larges, à réaliser plein de tâches administratives qui visent à renseigner le ministère sur ce qui se passe sur le terrain, mais dont les enseignants n'ont pas d'utilité au quotidien, nécessairement. Donc plus de reporting, plus d'évaluations qui sont chronophages, ce qui fait que les enseignants, ils n'en peuvent plus, quoi. Et que les petits espaces qu'il pourrait y avoir de discussion dans les écoles, c'est du temps pendant lesquels ils remplissent tous ces documents. Voilà. Il y a l'exigence qui est importante d'individualiser les enseignements pour permettre la réussite pour tous. Alors on pourrait se dire, c'est génial. C'est génial parce que c'est bien que tous les élèves réussissent. Le problème, c'est que dans le même temps, le ministère, depuis un certain temps, a décidé d'aller vers l'école inclusive à tout crin. C'est-à-dire qu'on ferme des établissements spécialisés et on demande aux enseignants d'inclure ces élèves, un certain nombre d'élèves, qui jusque-là étaient pris en charge de manière spécifique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces enseignants qui ne sont pas formés nécessairement à la problématique du handicap ou à la gestion d'élèves qui ont des troubles du comportement, ils vont avoir de plus en plus d'élèves à profil particulier. Le nombre d'AESH, des accompagnateurs, ou des accompagnatrices surtout, d'élèves en situation de handicap n'est pas à la hauteur du problème. Ce qui fait qu'on est dans des tensions qui sont très importantes. Les AESH, elles ont très peu de temps de formation, des fois débutent leur accompagnement sans formation. Donc on en arrive à des situations critiques. Et quand on regarde un peu les registres santé et sécurité au travail qui remontent au niveau des inspections, il y en a de plus en plus qui concernent ces situations d'inclusion. Donc même des gens très expérimentés, lorsqu'ils ont beaucoup d'élèves dans leur classe ayant des profils particuliers, ils pètent un câble, pour faire court. Voilà. Qui plus est, lorsque les enseignants remontent ces difficultés au niveau des inspecteurs, ils ne trouvent pas d'écho. Ils sont renvoyés à leur professionnalisme, à leur professionnalité, en disant comment vous n'y arrivez pas, quand même, vous êtes expérimentés, débrouillez-vous. Donc, un certain nombre de choses. Se développent aussi des choses qui, moi, m'inquiètent beaucoup, c'est le salaire au mérite. C'est-à-dire qu'il y a un encouragement
via un certain nombre de dispositifs comme le pacte, qui vise à dire aux enseignants, vous avez un salaire qui n'est pas très important, il est un des plus faibles d'Europe, hein, quand même, il faut le savoir, hein, au niveau de l'enseignement, mais si vous voulez gagner plus, il faut travailler plus. Donc si vous voulez, on peut vous donner des missions complémentaires, hein, sur le principe du volontariat, mais voilà, vous serez rémunéré là-dessus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande aux personnes elles-mêmes de s'engager dans un processus d'intensification du travail, hein, sachant qu'un enseignant travaille à peu près 42 heures par semaine pour pouvoir faire le travail, et puis que ce sujet-là devient aussi un sujet de conflit au sein des établissements, parce qu'il y en a un certain nombre qui en veulent, et parfois il y a de la concurrence sur ces heures. Voilà. Alors qu'est-ce que ça débouche sur quoi, hein, pour répondre à ta question? Avec tout ça, ce qu'on voit, c'est une perte de sens du travail dans un contexte de réformes qui partent dans tous les sens et surtout qui ne tiennent pas compte de ce réel du travail, notamment lié à la problématique de l'inclusion. Donc ça génère ce que moi j'appelle une usure organisationnelle, une lassitude de l'innovation, ce qui fait que c'est compliqué de pouvoir durer dans le métier, de se projeter durablement dans le métier. Il y a de plus en plus d'enseignants qui disent il va falloir que je parte pour rester en santé. Hein. Donc des enseignants de plus en plus en dissonance entre leur conception d'un beau travail avec les élèves, parce que c'est ça le cœur de métier, et qu'ils ont envie de protéger, qu'ils ont envie de garder. Et puis, donc, un travail de qualité, puis ce qu'on leur demande de faire, qui pour eux relève du non-sens. Merci Dominique. Voilà. Alors, je voulais juste terminer en disant que les arrêts de travail dans le milieu enseignant ne permettent pas de rendre compte des enjeux de santé, parce que les enseignants aujourd'hui se culpabilisent de s'arrêter, parce que soit leurs élèves vont aller à leurs copains, soit ils craignent de ne pas être remplacés ou d'être remplacés par les contractuels. Excuse-moi. Non, pas de souci. Merci Dominique. Mais justement, par rapport à ce que tu dis là, du coup, comment on peut distinguer les problèmes individuels immédiats, on va dire, et de ceux qui touchent l'organisation et au choix des collectifs? Alors, ça pose la question, enfin, comment on s'en sort de cette affaire? Les réponses que trouvent en général les enseignants, c'est des choses qui se jouent dans la classe, c'est-à-dire ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Donc les réponses, elles sont souvent individuelles et surtout invisibles, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de problématiser en fait les difficultés. On est vraiment dans une gestion au coup par coup. Et le problème, c'est que voué à demeurer individuel, il n'y a aucun retour au niveau de l'organisation du travail, au niveau du ministère, pour à un moment donné se questionner sur ce qui se passe et les dysfonctionnements. Moi, on pourrait se dire que comme il y a des choses qui se jouent dans la classe, que moi j'appelle des bidouilles, mais pour moi les bidouilles, c'est ce travail sur les normes, comment on adapte les choses pour que ça ait du sens, etc. Donc c'est noble, hein, pour moi, les bidouilles. Ces bidouilles, je me suis posé la question, dans quelle mesure elles permettent de construire la santé? Même si on peut reconnaître qu'elles relèvent de formes d'intelligence de la tâche, je dirais le plat, pour moi, elles peuvent être source de fragilisation. Elles peuvent être source de fragilisation parce que, à un moment donné, on risque de les normaliser, de considérer que, voilà, un enseignant compétent, il sait faire ça. Et donc, on peut, à un moment donné, les survaloriser alors qu'elles ont un coût et qu'elles mettent en dissonance, parce que les gens savent bien qu'ils sont obligés de tricher pour pouvoir travailler. Donc, je pense que on ne peut pas se satisfaire de cette réponse-là, même si c'est de l'intelligence, même si c'est nécessaire. En tant qu'ergonome, je trouve que ça serait dangereux d'en rester là. Le problème, c'est dans quelle mesure il y a des réponses collectives par rapport à ça. Les réponses collectives, il n'y en a pas beaucoup. Quand on regarde les questionnaires sur les conditions de travail, on se rend compte que les enseignants disent souvent qu'ils sont très seuls.
ils travaillent de manière très isolée. Il est très rare d'avoir des écoles où il y a des collectifs vraiment forts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de stabilité dans le temps au niveau des équipes et qu'il faut du temps pour que s'élabore un référentiel commun, etc. Donc il y a des choses qui sont compliquées. Donc, ce qui me semble important, c'est de réfléchir à la notion de santé. Qu'est-ce que c'est que la santé ? Et comment... Enfin, moi, je me suis appuyée en pensant à cette journée aux travaux de Pierre Roche. Pierre Roche, c'est un sociologue clinicien. J'aime bien me servir des travaux de collègues. Il dit, Pierre Roche, que la santé, elle a à voir avec le rapport à la prescription. Quand on est dans une relation de proximité et vraiment de mise en place des prescriptions, même si on est en dissonance par rapport à elles, on est dans ce qu'on appelle la petite santé. C'est-à-dire qu'on essaie de faire face, on se maintient, on se retient dans le travail, mais on est dans une logique de s'adapter. Et ce que dit Pierre Roche, c'est que c'est pas là où on construit sa santé. Se construire une grande santé, nous dit-il, c'est à un moment donné s'autoriser collectivement, et c'est là que je trouve c'est intéressant son apport, interroger la prescription et réélaborer en collectif de nouvelles normes, etc., mais qui font sens par rapport au métier, qui sont fondées sur les compétences des personnes, et pas simplement un truc là. Simplement, s'engager dans une grande santé, ça relève d'un engagement extrêmement important. Ça prend du temps parce que ça nécessite des espaces d'élaboration, mais en même temps, c'est ce qui permet de faire avancer, ça permet d'aller vers une forme d'émancipation dans le travail. Merci Dominique pour ces réponses bien complètes. Gérald, peut-être une question pour toi maintenant. Dans l'industrie, les salariés doivent souvent choisir entre la sécurité et la survie matérielle. Pourtant, la crise environnementale est bien comprise. Et donc, pourquoi la santé au travail peut-elle être traitée en dernier recours malgré les alertes ? Ouais, je pense qu'on peut peut-être parler d'un double phénomène, en tout cas de ce que je peux voir sur mon terrain de la région rouennaise. Peut-être une situation d'avant 2019, en gros avant Lubrizol, où nous on milite un peu sur ces questions de risques chimiques, cancérogènes, amiante depuis le début des années 2000. Et dans cette période-là, on a quand même eu l'impression de prêcher dans le désert. On fait des initiatives, des journées d'études, y compris unitaires, avec des assos, etc. On mène une grosse bagarre sur la question des polyexpositions dans les conteneurs maritimes, mais on n'arrive pas à convaincre nos équipes syndicales, du commerce, de la logistique à s'emparer du sujet. Voilà, c'est trop lointain. Oui, on entend parler des cancers, mais bon, voilà, c'est pas vraiment un sujet et on ne veut pas trop en parler. Bon. Et puis on sent un changement, en tout cas, après Lubrizol. Alors après Lubrizol, nous, on fait ce qu'on sait faire, on enquête, on interroge. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le nuage de Lubrizol ? Voilà, on a un peu de benzène, un peu de plomb, un peu d'HAP, HAP cancérogène, des dioxines, des furanes, de l'amiante. Voilà, et donc nous, on se pose la question sur le risque d'un éventuel effet cocktail. Puisque tous les soirs à la télé, comme je ne regarde pas trop, mais on nous dit, voilà, en gros, si vous bouffez gras, vous fumez, vous picolez, vous avez un surrisque à un certain nombre de pathologies. Donc ça, c'est vrai. Bon, mais pas dans le travail. Bon, donc ça interroge quand même les discours de la préfecture. Donc là, on sent qu'on est d'une part un peu mieux écouté par nos équipes syndicales, par les riverains, mais que cette écoute qui est plus favorable, elle est aussi liée à la médiatisation autour de la question de la crise climatique. Parce que le réchauffement climatique, voilà, on s'en rend toutes et tous compte. La pollution de l'air, de l'eau, on commence à parler des pesticides. Maintenant, par exemple, on parle des PFAS, ça devient un peu dans le sujet grand public. Et donc là, il y a une espèce un retour, en tout cas, parmi la population et nos camarades, de questionnement sur la société capitaliste qui avait un peu disparu. On va dire après la chute du mur de Berlin, voilà, il n'y avait qu'un modèle dominant, il n'y avait pas d'autre solution. Et tout le monde là, et voilà, on a une espèce de petit retour du côté critique du capitalisme et de réfléchir sur ce qu'on produit, ce qu'on mange, ce qu'on bouffe et qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, c'est le point positif.
Mais il y a un mais. Parce que côté syndical, voilà, cette prise en compte des aspects entre travail, cancer, environnement tourne assez court. Puisque voilà, on paye directement ce qu'on appelle les ordonnances de Macron de 2017 qui suppriment les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que les missions disparaissent, mais ça veut dire qu'on impose à des représentants du personnel une sorte de cumul des mandats obligatoires. Bon. Et dans la vraie vie, et c'est là la difficulté, elle est toujours dans la vraie vie, il y a une baisse du nombre de représentants et puis qui centrent leur activité sur l'attente de leurs collègues de travail, des électeurs. Et donc, c'est les activités sociales, les questions d'emploi, les questions de salaire. Et si on a des équipes, par exemple, qui s'interrogent sur les risques différés, les CMR, les TMS, ou les risques dits psychosociaux, ce n'est pas une priorité parce qu'y compris, c'est chronophage d'enquêter et de travailler sur le sujet. Le chantage à l'emploi est toujours là. Là, on le voit, ça empêche quand même des équipes syndicales de prendre des positions un peu courageuses, c'est-à-dire de priorité la santé. Alors évidemment, on le voit dans le nucléaire, mais on le voit aussi sur la question des PFAS ou du fipronil, par exemple, dont on a parlé etc., cette semaine. Et puis, au niveau des directions syndicales, on a encore énormément de retard, puisque notamment pour la CGT, je pense qu'il y a une question culturelle qui est liée à un syndicalisme historique très fortement masculin, où l'idée principale était plutôt de faire payer nos expositions, faire payer l'usure de notre corps avec des primes de quart, des primes de nuit, des primes d'insalubrité, etc. Et ce qui nous amène, à ce qu'il y a une difficulté de se saisir des questions de santé au travail. Et par exemple, pour faire le lien avec ce qui se passe dans l'éducation nationale ou dans le privé et dans le public, personne, en tout cas au niveau intersyndical, ne s'est vraiment saisi du procès France Télécom. Ça aurait pu être le moment de mobilisation intersyndicale importante, puisque ce qui se passe à France Télécom, ça se passe à peu près partout dans le privé, des fois un peu en moins pire, mais voilà, ça se passe, et ça se passe énormément, et ça je pense qu'on c'est un point d'accord, dans la fonction publique. Et donc on arrive à la fin de l'épisode France Télécom avec une très très belle décision de la Cour de cassation sur ce qu'on appelle le harcèlement systémique, donc le système qui harcèle et qui fait souffrance. Mais on ne s'en saisit pas aujourd'hui sur le travail réel et sur le fait que les équipes syndicales vont se saisir du sujet. Voilà, donc situation compliquée. Évidemment, la crise Covid et l'extension du télétravail n'aident pas effectivement pour l'activité syndicale de voir nos collègues et nos camarades. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bonnes nouvelles. J'en garde pour la fin. Donc, justement, là, c'est un petit peu... On va garder le temps qui nous reste pour essayer de voir ce qu'on fait. Là, il y a un virage gestionnaire financiarisé. J'ai vu cette semaine, cocorico, que la France détient le record européen des morts au travail. 764 morts, je crois, qui ne prennent pas en compte les fonctionnaires et les agriculteurs, me semble-t-il. Donc on progresse. On va vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, en fait, en tant qu'ergonome ici, en tant que travailleur, en tant que citoyen aussi? Sur quoi on peut s'appuyer? Sur quels exemples que vous pourriez éventuellement nous partager pour garder un petit espoir, se dire qu'il nous reste encore quelques marges de manœuvre? Donc peut-être, Dominique, en premier, quelques exemples de victoires, des combats à mener qui nous restent et de quoi nous redynamiser un petit peu. Alors, peut-être en 3 points. Je pense qu'il faut politiser la souffrance au travail. Des personnels, pas que des enseignants d'ailleurs, mais je pense qu'il faut y aller, quoi. De manière à créer une conscience collective qui fait qu'à un moment donné, on parle des conditions de travail et qu'il y ait un débat autour de ces conditions de travail. Je vais juste vous parler un petit peu de ce que je fais, moi, dans mes recherches. Donc, j'ai mené différentes recherches et à un moment donné, sur la base de ce travail, je me suis posé la question auprès de qui je restitue mon travail. Bon, je suis assez proche des syndicats, mais est-ce que je restitue qu'aux syndicats ou est-ce que je restitue aussi à l'éducation nationale? Et dans mon travail, je m'étais rendu compte qu'il y avait une problématique de suicide des enseignants. On n'en parle pas beaucoup, mais n'empêche, c'est des choses qui existent. Et donc, à l'occasion d'une recherche, j'avais pris un rendez-vous avec le service des ressources humaines du ministère. Et puis, je lui dis, voilà, je vous propose de vous restituer ma recherche. Et à un moment donné, j'ai abordé la question des suicides.
Et la DRH de l'époque me regarde, mais me dit, mais madame, il n'y a pas de suicide d'enseignants à l'éducation nationale. Ce à quoi j'avais dit, vous êtes sacrément mal renseigné, parce qu'il suffit d'ouvrir certains journaux et on se rend compte qu'il y a des enseignants qui se suicident et qui se pendent dans la classe, qui s'immolent sur la cour de l'école ou du collège, etc. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que, en fait, c'était un non-sujet. C'était un non-sujet, la souffrance au travail des enseignants, on ne l'aborde pas finalement, c'est un métier où ils sont fonctionnaires, ils ont du temps, etc. Dans le contexte que je vous ai décrit tout à l'heure, non, il y a de la souffrance au travail. Il y a beaucoup de souffrance au travail et les suicides ne sont que la face émergée des problèmes. Donc cette restitution-là m'a permis à un moment donné de dire on ne peut pas laisser le truc sous la table. Sur la même étude, je suis allée discuter avec mes collègues syndicalistes et puis je leur ai dit est-ce que les suicidistes sont un sujet au sein du syndicat ? Ben, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Et donc là aussi, j'ai amené des éléments, d'autant que je faisais à ce moment-là une étude sur les reconversions d'enseignants à l'occasion de modifications de filière dans l'enseignement agricole et que je voyais des gens qui me parlaient d'envie de se suicider, de détresse psychologique, etc. Donc à un moment donné, sur la base de ce travail-là, on a mis en place un certain nombre d'accompagnements de collègues, etc. C'est remonté au niveau académique, etc. Bon. Mais je pense que c'est des deux côtés qu'il faut travailler ça. Voilà. On ne peut pas, enfin, à mon avis, uniquement restituer les études dans le champ syndical. Je pense qu'en tout cas, moi, mon expérience fait que ça ne me semble pas suffisamment être impactant pour transformer les situations de travail et pour qu'il y ait une conscience collective. Deuxièmement, c'est mettre en place des espaces réflexifs sur le travail, sur les enjeux de santé, sur les conditions de travail. Il n'y en a pas à l'éducation nationale. Il n'y en a pas. Et tout est fait pour que les gens surtout ne pensent pas, notamment avec la mise en place du e-learning. On les réforme, on les envoie, on demande aux gens de s'y sensibiliser à distance, tout seul face à l'ordi, comme ça, ils ne peuvent pas discuter de tout ça. Moi, ce que je fais, alors modestement, très modestement, j'anime des stages syndicaux à la demande des syndicats sur un certain nombre de thématiques qui portent sur la santé, sur les conditions de travail, difficultés à durer dans le métier, le travail empêché, etc. Et je vais sur le terrain et mon but, c'est de créer des espaces réflexifs pour que les personnes discutent entre elles et prennent conscience à cette occasion-là que les difficultés qu'ils ressentent individuellement et qui vivent dans la solitude, ils se rendent compte que ces difficultés sont largement partagées. Déjà, se rendre compte de ça, c'est un sacré pas en avant. Et à partir de là, on réfléchit, enfin moi je leur ramène des éléments liés à l'ergonomie, etc., sur la dimension collective de travail, c'est comment on refait collectif, qu'est-ce qui collectivement bloque et comment on peut trouver ensemble des réponses. Et ce qui est intéressant dans ces petits groupes, c'est qu'émergent dans les échanges des initiatives très positives, mais qui sont rares. Et où, à un moment donné, par exemple, si je suis trop longue, tu me dis, mais parce que quand je suis partie. Gérald aura le mot de la fin tout de suite après. Voilà. Mais par exemple, dans une école, il y a une personne qui explique, ben voilà, nous, on en a marre des réformes, on en a marre des documents à remettre à l'inspecteur. Donc, collectivement, on a étudié tous les documents qu'on devait renseigner. On est allé voir un mercredi après-midi l'inspecteur et on lui a dit, monsieur l'inspecteur, parmi tous les documents que vous nous demandez de remplir, il y en a que 3 qui nous intéressent. Vous, monsieur l'inspecteur, vous nous en demandez 10. Sachez qu'on ne va pas tous vous les remplir. Dites-nous ceux qui vous sont utiles. Ils sont ressortis avec 5. Donc ça veut dire qu'il y a une marge de négociation. Et les autres personnes qui étaient là avaient le même inspecteur. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible qu'on puisse négocier. Et moi, c'est ça que j'essaie de faire, modestement. Mais c'est retrouver du pouvoir d'agir, même si c'est petit. Mais n'empêche, et dans ces collectifs-là,
Je dis, les gens n'ont pas envie de quitter le métier, ils sont contents, il y a une stabilité des équipes. Et mon but, c'est ça, c'est créer cette dynamique. Et quand on me rappelle après un stage en me disant, mais on aimerait en savoir plus sur la dimension collective du travail, je suis contente. Je suis contente parce que je me dis, allez, on avance. C'est des petits pas. Mais ça me semble des petits pas importants. Puis la troisième chose, c'est juste initier des recherches-actions en lien, comme vous en faites aussi, comme on en fait dans plusieurs... Gérald, le mot de la fin sur les petites victoires, les grands combats, c'était parfait. Non, mais voilà, on va pas se mentir. Voilà, tout le monde voit bien que la situation est compliquée. On a en même temps un gouvernement qui est extrêmement faible, mais un niveau de mobilisation qui n'est pas à la hauteur, même si effectivement la journée bloquons tout du 10 septembre ou la grève du 18 ont été promettrices. Voilà, mardi prochain, il y a grève. Je peux déjà vous dire que ça ne sera pas d'un grand niveau. Mais regardons les côtés positifs. Deux épisodes sur la question des retraites. Bon. La grève fin 2019, début 2020 ont été puissantes, même si c'était compliqué de la reconduire. Et derrière ça, directement le Covid. Et le Covid, les syndicats ont été beaucoup plus à l'arrêt que les entreprises, d'une certaine manière. Je pense qu'il faut en prendre compte. Et bien malgré ça, quand il y a eu le nouveau projet du gouvernement, fin 2012, début 2013, on a tous les 13 journées de grève, d'action, de mobilisation, etc. de 2023. Le nombre de manifestants, ça a dépassé toutes les estimations. Et je parle en même temps des chiffres de la police et des chiffres des syndicats. Et la question, c'est pourquoi ? Parce qu'à la différence des grèves de 2010 sur la retraite, aujourd'hui, on ne trouve plus personne, ni dans le privé, ni dans le public, qui nous dit « Hop, moi, je suis d'accord pour faire 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus. » Non, les conditions de travail sont tellement dégueulasses que même parmi les gens qui sont dans l'encadrement supérieur, tout le monde n'a qu'une idée. On n'en veut plus du travail, des agendas qui se remplissent, etc. Donc ça, quand même, il y a quand même, du coup, matière. Bon, alors côté santé au travail, il y a des choses quand même qui sont plus positives, sur un peu le long terme. Il y a quand même une meilleure compréhension désormais du lien entre travail et santé, risques organisationnels / risques psychosociaux. Avant 2010, je veux dire, y compris des collègues de l'inspection, qui disaient, bah oui, mais là, madame est un peu fragile, ou monsieur ceci, etc. On avait ce côté culpabilisant en disant, c'est les individus qui sont fragiles. C'est ça qu'on avait comme discours dominant, y compris au niveau syndical. Et donc, les enquêtes autour de France Télécom, de Renault, le rapport Golac, etc., ont participé à une prise en compte collective des impacts du travail sur la santé. Donc, il y a un changement de regard. De la même manière, en lien avec MeToo, parce qu'on est quelques jours après le 26 novembre, là aussi, il y a des changements. Il y a des changements qui nous permettent de faire comprendre aujourd'hui que ces violences sexistes ou sexuelles, et notamment au travail, elles reposent sur un système patriarcal, donc quelque chose qui est systémique. Et donc ça doit permettre en tout cas de déborder la relation harceleur-harcelé ou auteur-victime pour essayer de travailler sur qu'est-ce qui permet au travail effectivement qu'on ait des comportements qui sont des violences sexistes ou sexuelles. Alors, bon, il y a des choses qui avancent. Le collectif unitaire Lubrizol, il montre qu'il y a quand même des possibilités de faire travailler les organisations syndicales, des riverains et ceux qui défendent l'environnement. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives. Il y a eu les États généraux de la santé des travailleurs en 2016 et en 2018, avec plus de 500 participants. Évidemment, ça s'est un peu arrêté parce que il y a des collectifs d'animation qui s'épuisent. C'est aussi un sujet de la souffrance militante. Et puis, depuis 2024, on a les États généraux de la santé des travailleurs et des travailleuses qui organisent leur 3e édition auquel on vous invite chaleureusement les 17 et 18 mars 2026, pas loin d'ici, à République, à la Bourse du Travail. Et pour finir sur le positif, ça fait quelques années, donc c'est pas très longtemps, il y a désormais un peu plus de mobilisation autour du 28 avril. Alors le 28 avril, c'est la journée internationale sur les morts et les accidentés du travail. Il y a quelques années, il y avait des initiatives à Paris et à Rouen. Et désormais, on a maintenant une dizaine de villes et on espère qu'en 2026, on va essayer de s'appesantir sur la thématique des jeunes morts au travail. On pense aux stagiaires, aux apprentis, là vous avez tous vu ces derniers temps. Et donc, effectivement, le mot de la fin, puisqu'il nous reste 30 secondes, c'est de dire que oui, voilà, c'est ça. Et il y a quand même effectivement un cumul de défaites. On le voit sur la question des retraites, des licenciements, de la loi El Khomri sur l'inversion de la hiérarchie des normes, des ordonnances Macron. Mais pour l'instant, en matière de santé et sécurité au travail, on a quand même réussi
à maintenir un cadre, parce qu'on arrive à s'opposer aux exigences du MEDEF qui voudrait qu'on pète le code du travail sur le sujet. Et pour conclure, il faut lutter encore et encore. Voilà. Merci beaucoup.